Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Ravi de vous retrouver pour une heure de discussion autour des enjeux du monde de demain. Au sommaire de cette émission, l'intelligence artificielle dans les grandes écoles. Gaël Richard viendra nous présenter iParis, un tout nouveau centre interdisciplinaire de recherche et d'enseignement consacré à l'IA et aux sciences des données, créé par l'Institut Polytechnique de Paris et HEC Paris. Comme chaque jour, Cécilia Sévry sera avec nous pour son JT de l'innovation. Le débat aujourd'hui portera sur le numérique dans l'éducation. Quel avenir pour l'apprentissage et pourquoi est-il important de former les jeunes si tôt aux outils numériques? Réponse tout à l'heure avec nos invités. Et puis en fin d'émission, nous parlerons vol parabolique et micro-pesanteur avec Jean-François Clairvoy, astronaute et fondateur d'Air 0G. Mais d'abord, nous commençons donc cette émission avec vous, Gaël Richard. Vous êtes directeur exécutif de iParis, un tout nouveau centre d'ambition mondiale dans le domaine de l'IA et des sciences des données. Bonjour. Bonjour. Il fallait dédier une formation entièrement à l'intelligence artificielle. Le cursus classique ne suffisait plus? Alors, c'est pas qu'il ne suffit plus, c'est que c'est plus vaste que ça. Et je pense que si on a voulu créer un tel centre, c'est parce que aussi l'intelligence artificielle est en pleine croissance. On fait face à une quantité de données absolument astronomique et que l'IA transforme tous les secteurs de l'économie. Et donc, ça touche tous les secteurs. C'est donc important de pouvoir avoir des nouvelles formations, des nouveaux cours, des nouvelles recherches qui reposent sur un socle très multidisciplinaire, puisque l'IA, effectivement, est par essence très multidisciplinaire. Donc, effectivement, oui, ça va nous permettre, cette alliance autour de ce centre va nous permettre de mettre en place des formations qui vont être à l'image de l'IA, multidisciplinaire, et pouvoir toucher comme ça un public beaucoup plus large et former les ingénieurs et les étudiants de manière générale, les doctorants, sur effectivement cette largesse de vue de l'IA. Quels vont être les grands domaines de recherche de ce centre, Gaël Richard? Alors, les domaines vont être, pour rebondir sur ce que je venais de dire, très multidisciplinaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir je dirais les méthodes dites peut-être plus classiques de l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est autour de l'apprentissage machine, l'apprentissage par renforcement. Une des techniques avait été popularisée par le célèbre jeu AlphaGo, mais aussi des aspects plus mathématiques, de mathématiques appliquées, l'étude des biais des algorithmes, qui est un sujet extrêmement important, la quantification des incertitudes, ou des sujets comme ça très méthodologiques. Et puis on aura des sujets plus en application de l'intelligence artificielle et sciences des données, donc par exemple l'application aux neurosciences, à la robotique, ou des applications dans le domaine du marketing et de la finance ou du droit, dans les dimensions également économiques, par exemple les conséquences sur l'emploi ou la valeur de la donnée pour les différents acteurs économiques, mais aussi dans l'IA et sa relation sociale, donc par exemple autour de l'acceptabilité sociale de décisions entièrement automatisées, des aspects aussi l'IA et aspects légaux, par exemple les questions de propriété des données, et bien sûr les aspects éthiques qui sont particulièrement importants pour l'intelligence artificielle. Comment s'est créée cette association entre HEC Paris et l'Institut Polytechnique de Paris? Comment ça marche? Est-ce que c'est des professeurs qui vont se rassembler? Une trentaine, je crois cinquantaine de professeurs, j'ai lu. Alors c'est effectivement, d'abord ça part d'un constat, que on a besoin, comme je disais un peu tout à l'heure, que l'IA transforme la société et tous les acteurs de l'économie. Or, le constat est qu'en France, on n'a pas de centre autour de l'IA et de la science des données de niveau mondial, comme ça peut exister dans d'autres pays. Et donc, c'est assez naturellement et pour vous, Gaël Richard, c'est important pour vous de rivaliser avec des pays comme les États-Unis, par exemple? Tout à fait. Je pense que c'est effectivement la France, de par sa force économique, se doit d'avoir des centres de niveau européen et voire mondial dans l'intelligence artificielle, qui est vraiment
un domaine de toute première importance pour l'économie. Donc oui, c'est important d'avoir un centre comme cela d'envergure en France. Et il nous a paru particulièrement intéressant et pertinent d'associer la meilleure école de business management en France, qui est HEC Paris, avec l'Institut Polytechnique de Paris, qui est le regroupement des écoles les plus prestigieuses en sciences et technologies. Et cette association de plus entre HEC donc, et IP Paris permet justement de couvrir la grande multidisciplinarité de l'IA, des sciences sociales jusqu'aux sciences mathématiques et des sciences dites dures. Et on a également évidemment des atouts extrêmement forts, puisque nous avons déjà en place des professeurs et chercheurs dans ce domaine, des étudiants de tout premier plan. Et oui, effectivement, comme vous le disiez, l'ambition, c'est de pouvoir recruter 30 nouveaux professeurs. On a l'ambition de pouvoir, pour nourrir cette ambition, nous pensons qu'il nous faut effectivement aussi un budget important. Et c'est là, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais effectivement, dans ce modèle pour notre centre, et de reposer de manière très forte sur le mécénat d'entreprise. Parlez-nous un peu justement du modèle et du budget de ce nouveau centre. Donc voilà, pour répondre à cette ambition de ce centre, donc de devenir un centre de niveau mondial, on pense qu'il nous faut un budget d'environ 50 millions d'euros par an. Et donc, et ça, c'est c'est en observant également comment ça se fait ailleurs, en Asie, en Amérique du Nord notamment, où pour obtenir de tels budgets, ils peuvent reposer sur un mécénat de très grande ampleur. Or, en France, on a peut-être un peu moins l'habitude d'avoir un tel mécénat et d'avoir une importance aussi forte sur le mécénat. Et donc, c'est vrai que c'est un modèle un peu disruptif en France, mais on a la chance d'avoir déjà 5 grands mécènes qui supportent le centre, L'Oréal, Capgemini, Total, Kering et Rexel. C'est important pour ces grands groupes de former les nouvelles générations à l'intelligence artificielle et aux sciences des données. L'intérêt pour ces grands groupes, il est extrêmement multiple. D'abord, ils ont des besoins de pouvoir recruter des personnes de haut niveau formées à l'IA et la science des données. Comme je disais tout à l'heure, l'IA change l'économie en profondeur de la société et des entreprises, et donc en particulier de ces grands groupes. Et puis, il y a un intérêt très fort de pouvoir, bien que ce soit du mécénat et donc un support direct à la recherche académique, il y a un intérêt à pouvoir faire en sorte que leur cas d'usage, leurs données puissent être utilisées et puissent justement servir pour mener des recherches pointues sur des cas d'usage qui intéressent directement ces grandes entreprises. Merci beaucoup Gaël Richard. Je le rappelle, vous êtes donc directeur exécutif de iParis, nouveau centre multidisciplinaire dédié à l'intelligence artificielle. On enchaîne avec le JT de l'innovation. Le JT présenté comme tous les jours par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. On commence ce journal avec une innovation dans le textile. Oui, une start-up française transforme les fripes en briques. C'est une jeune architecte, Clarisse Merlet, qui est à l'origine de Fabrique. C'est le nom aussi de cette start-up. Fabrique, c'est donc un nouveau matériau de construction écologique. Il est performant à la fois sur le plan acoustique mais aussi sur le plan thermique, et ça c'est dû bien sûr à la présence de coton à l'intérieur. Alors pour mettre en place cette solution, Fabrique s'est associé à une usine de tri qui lui apporte son soutien financier mais surtout qui lui apporte de la matière à recycler. Et donc dans une brique on retrouve 400 grammes de textile, soit l'équivalent, Eva, de 3 t-shirt seulement. Voici comment ça marche. De vieux vêtements sont compactés et broyés, puis mélangés à une colle 100% écologique. Elle aussi, cette colle a été développée par la start-up. Ensuite, ce mélange est compressé dans un matériau composite qui permet de fabriquer ces briques de différentes tailles. Alors, on peut utiliser ces briques pour créer des meubles de rangement, par exemple, mais aussi une déco originale ou pourquoi pas des cloisons pour séparer les pièces d'une maison ou d'un magasin.
Une innovation prometteuse quand on sait que chaque Français jette en moyenne 12 kilos de vêtements par an, dont seulement 2,5 kilos sont recyclés. On poursuit direction le Japon dans le secteur du retail. Oui, le distributeur japonais Family Mart, une grande enseigne, teste un robot chargé d'approvisionner lui-même les rayons. En fait, un opérateur contrôle le robot à distance à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Et grâce à ça, le robot peut rapidement appréhender les bons mouvements. Vous le voyez sur l'image. Et l'idée à terme, c'est que ces mouvements qu'il appréhende grâce à l'humain, il puisse les reproduire tout seul. C'est le principe de l'intelligence artificielle. Cette expérimentation est menée avec la start-up japonaise Téléexistence. Il est doté de 2 bras. Il a été imaginé comme ressemblant à un kangourou. Le but de ce robot, c'est évidemment de se lancer sans assistance humaine pour automatiser la mise en rayon de produits légers et de produits frais. Il sera déployé au sein de 20 magasins de l'enseigne et il a même un nom, il a été baptisé T en référence à l'emblématique Forte. T est connecté à une plateforme de main-d'œuvre augmentée nommée AWP qui est hébergée, il faut le savoir, chez Microsoft Azure. L'objectif, c'est de se concentrer sur le conseil, tandis qu'on automatise une tâche pénible, chronophage et sans réelle valeur ajoutée. L'autre avantage réside dans la commande à distance parce que dans les images que vous venez de voir, le test réalisé dans le quartier de Chima, l'employé qui guide le robot est en réalité à 8 km du magasin. Merci beaucoup, Cécilia. On se retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau JT de l'innovation. On passe à notre débat du jour. On parle numérique et éducation. L'éducation pour et par le numérique, c'est le thème de notre débat du jour. Pourquoi et comment éduquer les jeunes si tôt à tous ces outils? On va poser la question à nos invités. Julie Boucon, cofondatrice d'Holly, une application interactive qui aide les jeunes à apprendre l'anglais. Et notre invité, bonjour. Bonjour. Harold Coy, bonjour. Vous êtes CEO et fondateur de Prepeers, une plateforme de cours particuliers. Oui, exactement. Bonjour. Emmanuel Freund, vous êtes président, cofondateur de PowerZ. Comme on veut, en fait. Comme on veut, expert du jeu vidéo interactif et pédagogique, bonjour. Bonjour. Et Léa Crevet, chargée de mission orientation et mixité au sein de l'association Objectif pour l'emploi, est également avec nous en visio. Bonjour. Julie Boucon, je voudrais poser un peu le débat. De quoi on parle quand on parle de numérique dans l'éducation? De logiciels, d'applications? Alors, nous concernant, on parle d'applications. Et je dirais qu'aujourd'hui, au niveau du numérique éducatif, on a pas mal d'outils qui sont mis à disposition, des tableaux numériques interactifs, notamment sur le premier degré, parce que c'est, en ce qui nous concerne, le secteur auquel on s'intéresse. Et on est d'ailleurs en train de co-développer une solution d'apprentissage destinée aux classes, donc qui reposera sur ces technologies-là avec un éditeur qui s'appelle Bordas. À quoi ça ressemble? L'application? Oui. Donc c'est une méthode d'apprentissage qui permet aux enfants d'apprendre à parler anglais en 5 minutes par jour. Donc c'est une méthode pédagogique basée sur l'apprentissage oral, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir permettre aux enfants d'apprendre une langue. Et en 7 étapes structurées, les enfants vont apprendre quotidiennement 3 mots ou 3 phrases autour d'une thématique hebdomadaire. Emmanuel Freund, vous faites de la pédagogie par le jeu vidéo. Expliquez-nous comment ça marche. Ça marche assez simplement en fait. On voit les enfants qui restent 3 heures devant l'écran. On imagine cette idée de l'écran qui est extrêmement nocif avec quand on appelle à table les enfants qui viennent pas quelque part. L'idée c'est tous les jeux que vous pouvez entendre, les Pokémon, les Fortnite, tout cela les rendre utiles, de faire un jeu pour une fois utile, là où l'enfant va pouvoir découvrir plein de matières différentes, là où il va pouvoir découvrir plein d'enseignements. Quelle est la plus-value pour les enfants de tous ces outils numériques? Il y en a beaucoup de plus-value. En fait, je crois que l'idée, c'est l'enjeu, c'est de sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants aux outils du numérique et du digital pour pouvoir les rendre beaucoup plus à l'aise parce qu'il y a de très grandes chances plus tard dans leur vie académique ou professionnelle qu'ils soient amenés à utiliser ces outils. Mais comment on détermine l'âge qu'il faut? Est-ce que c'est trop tôt, pas trop tôt? Quel est l'âge? Vous dites le plus tôt possible, qu'est-ce que ça veut dire? Vous qui vous travaillez avec entre les 3 et 12 ans, c'est ça à peu près? Alors, exactement. Donc nous, on cible les enfants de 3 à 12 ans. Donc on est sur
une méthode qui va se faire en 5 minutes par jour. Donc on prône vraiment un usage raisonné du numérique et surtout un usage utile. Donc comme vous le disiez, aujourd'hui, on a possibilité d'utiliser différents moyens d'apprentissage, mais le numérique, l'intérêt, c'est qu'on va réussir à capter les enfants sur un outil qui les intéresse. Donc autant rendre le numérique intelligent au service de l'apprentissage. Vous êtes d'accord avec ça, Emmanuel Freud? Le plus tôt possible sera le mieux? Ça veut rien dire. Ça dépend de la maturité. En réalité, il y a plein de débats. Les débats sur l'écran, on entend partout à la télé, on entend partout dans les livres. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Le Crétin digital. Normalement, il y a souvent, partagé par beaucoup d'experts, les 6, 9, 12, en disant qu'avant 3 ans, surtout pas, entre 3 et 6, vraiment pas beaucoup, entre 6 et... Mais ça veut rien dire quelque part. D'abord, il y a plein d'enfants à 3 ans qui sont devant des écrans. Donc qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on fasse toutes les théories du monde, ils sont devant des écrans. Donc quelque part, leur filer quelque chose d'utile, ça peut être intelligent. Ensuite, ça dépend encore une fois des enfants. Si on reste à 8 ans devant des jeux, là on doit tuer plein de monde toute la journée et que c'est notre seule interaction avec le monde extérieur, évidemment qu'on va devenir débile à la fin. Si au contraire, on fait ça de façon raisonnée, avec des choses là où c'est un peu joli, là où on apprend des choses, là où on interagit avec des gens, c'est incroyablement utile. Raisonner et encadrer, ça aussi c'est important. Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est à l'école qu'il faut utiliser ce type d'outils? Alors je pense qu'on peut multiplier les opportunités. Donc à la maison, l'utiliser une fois de plus de façon raisonnée. Et je pense qu'à l'école, il y a des matières qui s'y prêtent plus de façon numérique. De toute façon, par exemple, l'apprentissage du codage, on est obligé d'y passer également. Donc je pense que chaque professeur a cette opportunité aujourd'hui de piocher dans des livres, dans du numérique. Tous les outils sont bons à prendre. Léa Crevet, qu'est-ce que peut faire un outil numérique qui n'était pas possible avant? C'est-à-dire? En termes d'éducation, est-ce qu'on est sur des nouvelles manières d'apprendre? Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui qui n'était pas possible avant? Tout à fait. Alors du coup, nous, on est ciblé au niveau du lycée. Donc on va proposer des formations pour permettre aux jeunes filles d'accéder au numérique. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui n'était pas possible avant? Et pouvoir avoir cet accès, en fait, assez facilement. L'accès au numérique était plus compliqué avant. Désormais, il y a des choses qui sont possibles, comme des formations qui sont directement possibles pour les jeunes. Il y a une vraie discrimination de genre, c'est ce que vous dites et c'est votre combat. Tout à fait. Dites-nous pourquoi, depuis quand, comment ça se passe? Voilà. Donc nous, on œuvre vraiment pour la question de la mixité professionnelle. Il faut savoir, dans le secteur du numérique, il y a seulement 15% de femmes qui sont représentées. Donc dans la balance, elles sont plutôt sous-représentées. Ça fait 85% d'hommes qui travaillent dans le secteur. Donc il y a une vraie discrimination par rapport à ça. Et pourtant, le numérique, c'est vraiment un secteur qui est en plein essor, en plein développement. Et donc l'idée, nous, c'est de pouvoir favoriser l'accès aux femmes au numérique en proposant des formations pour des lycéennes. Voilà. C'est aussi pour ça que c'est important pour lutter contre les discriminations. C'est-à-dire Est-ce que c'est aussi pour ça que c'est important les outils pédagogiques pour lutter, pour les ouvrir à tous aussi? Bien sûr, oui. En fait, le chiffre important à retenir, selon une étude du cabinet de conseil McKinsey, c'est que d'ici à 2030, donc dans 10 ans, 800 millions d'emplois seront créés dans le secteur du numérique. Et donc évidemment, l'enjeu d'avoir aujourd'hui une part égale d'hommes et de femmes qui œuvrent et qui travaillent dans ce secteur-là, si aujourd'hui ce n'est pas le cas, les efforts sont à fournir ici. Donc évidemment, pour éviter la discrimination, c'est clé. Est-ce qu'on sait s'il y a des tranches d'âge plus réceptives à ces outils numériques? Est-ce qu'on l'a quantifié? Non, pas vraiment. Ça dépend. Je pense qu'à 2 ans, ils sont moins réceptifs qu'à 10 ans, par exemple, de façon assez... En général, c'est du bon sens, encore une fois. Oui, ils sont réceptifs. Si c'est intéressant, si c'est intelligent, s'ils ont envie, s'ils ont envie de participer. En fait, on le voit d'ailleurs dans le règne animal pas mal. Le jeu, c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc, d'une certaine façon, si l'outil est ludique, quel qu'il soit, que ce soit un outil numérique, que ce soit un outil avec des cubes, que ce soit comme on veut, si l'outil est ludique, évidemment, ils vont apprendre mieux. Mais pour revenir juste sur la discrimination, en fait, je suis d'accord, il y a une discrimination énorme homme-femme, il y a une discrimination aussi des genres, il y a une discrimination aussi des populations, il y a une discrimination aussi sur la richesse. Et ça aussi, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on parle de l'impact des écrans, on parle de l'impact des jeux, du numérique. Mais tout le monde n'a pas d'écran, d'iPad à la maison, tout le monde ne peut pas s'en offrir un. Alors, c'est prêt. Alors, effectivement, des gens très, très défavorisés n'ont pas d'écran, n'ont pas d'iPad, n'ont pas tout ça. Mais si on regarde, c'est plutôt les gens hyper riches qui ont des nounous à gogo. On regarde dans la Silicon Valley, par exemple, qui vont dire il ne faut pas d'écran.
Et eux, ils vont dire, mes enfants, ils doivent pas toucher l'iPad avant 10 ans. Ils doivent pas toucher les réseaux sociaux, ils doivent pas toucher tout ça, et ils sont capables de les préserver. Alors que des familles beaucoup plus modestes sont incapables de préserver leurs enfants de tout ce qu'on voit à l'école, tout ce qu'on voit. Donc évidemment, ils vont jouer à Fortnite, ils vont jouer à des jeux comme ça, ils vont avoir des écrans, et puis en plus, il y a la console en général qui est utilisée par le grand frère ou n'importe quoi, et les smartphones. Est-ce qu'il y a une discrimination sur les classes, sur les territoires, pardon, aussi également, en plus peut-être des classes sociales? On parle beaucoup de ces outils pédagogiques, notamment dans les écoles, dans les grandes villes, un peu moins dans les plus petites communes. Toujours pareil, évidemment. Et oui. Mais ça va être un problème. C'est un problème aussi de l'éducation. C'est-à-dire que quand on a la chance, entre guillemets, d'habiter dans une grande ville comme Paris, on va avoir accès à plein d'autres choses possibles et avoir plein de choses en plus de l'école, quelque part. Alors que dans des villes là où il y a moins de musées, il y a moins de choses, c'est plus difficile et le numérique est encore potentiellement plus important. Qui participe au contenu de ces applications, de ces logiciels? Comment vous travaillez-vous avec peut-être les éducateurs, des professeurs, des chercheurs? Comment ça marche? Comment on crée une application pédagogique? Alors nous, spécifiquement, quand on a lancé notre concept, on a ouvert un centre linguistique qui a été notre laboratoire d'expérience pendant 3 ans. Donc ça a été notre centre de recherche et développement. On s'est accompagné de chercheurs linguistes et de professeurs de l'éducation nationale natifs pour développer la méthode et enrichir le contenu pédagogique de l'application. Donc je dirais qu'en effet, il y a quand même dans toute application, il y a une grosse phase de testing pour pouvoir avoir un produit qui soit surtout très adapté, notamment aux enfants. Comment les startups et les professeurs travaillent ensemble? Aucune idée. On vient à peine de commencer, savoir comment les professeurs travaillent avec les startups, c'est une vraie question et ça m'intéresse beaucoup. Donc si les gens ont des réponses, ça m'intéresse. Alors vous devez savoir mieux que ça. Honnêtement, les professeurs sont vraiment, je dirais, fascinés par l'univers startup parce que pour eux, ils découvrent en fait un univers où on peut vraiment avoir une grande liberté d'invention. Et je pense que le côté un peu trop cadré et psychorigide de l'éducation nationale a des fois ses limites. Et je dirais que nous, c'est pour eux de prendre part à une aventure comme ça a été fait avec énormément de bienveillance et d'enthousiasme. Comment on travaille avec le monde éducatif, Léa Crevet? On va le rencontrer, du coup, directement. Nous, on travaille essentiellement avec les rectorats, directement aussi avec l'éducation nationale. C'est vraiment d'aller à la rencontre parce que le secteur du numérique peut aussi parfois faire peur, même s'il est omniprésent dans notre vie. L'idée, c'est de pouvoir en parler assez simplement. Donc, aller les rencontrer, dire ce qu'on fait, et puis après, aller à la rencontre des jeunes au-delà. Mais il y a vraiment un travail de sensibilisation à faire sur le secteur du numérique auprès des professeurs directement. Les gens ont peur encore, Harold Coy, de ce milieu-là, de ces outils? Je ne sais pas s'ils ont peur. En tout cas, il y a un autre chiffre qui est important à savoir, c'est qu'en France, l'illettronisme, c'est le manque d'outils, le manque de matériel chez soi, numérique ou informatique, et le manque de compétences dans ce domaine-là concerne 17% de la population. Ça fait à peu près 13 millions de personnes en France qui sont concernées par ce phénomène-là. Donc, je ne sais pas s'ils ont peur. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut vraiment contribuer en passant par des relais comme les professeurs, comme les familles, comme les parents, pour éduquer en fait la population et les familles à ce thème du numérique et du digital, quoi. Mais comment faire ça? C'est le rôle des pouvoirs publics? Je pense que tout le monde a un peu sa part de responsabilité à jouer, effectivement. Parce qu'en effet, il faut former les professeurs, mais ça se fait plus. Former les parents, c'est peut-être un peu plus compliqué. Oui, effectivement. Mais je pense qu'il y a plusieurs canaux sur lesquels on peut jouer. Je ne sais pas exactement lesquels, parce que c'est pas mon métier. Mais voilà, je pense qu'il y a plusieurs cordes sur lesquelles on peut jouer. Tout le monde doit s'y mettre. Oui, évidemment, mais je pense qu'il y a des gens qui vont s'y mettre plus facilement que d'autres. Par exemple, l'association Hello Web, je crois, va directement aller voir les enfants, les étudiants. Et c'est peut-être le plus simple, c'est-à-dire que les gens le plus facile à convertir au numérique, c'est pas les gens qui ont 50 ans derrière eux de manuels scolaires et d'enseignement qui ont leur profession, qui ont leur savoir-faire et qui doivent plutôt se concentrer sur leur savoir-faire, mais peut-être justement les gens beaucoup plus jeunes qui, eux, ont besoin d'apprendre. Donc c'est aller les voir directement, je pense. Où en est la France par rapport aux autres pays sur ces questions-là, sur ces outils numériques pédagogiques? Alors, ce qu'on peut dire suite au Covid-19, c'est que finalement, on a gagné à peu près 5 ans en 3 mois.
puisque La demande a été exponentielle sur ces outils. La demande a été exponentielle, puis c'est surtout que tous les professeurs de France se sont retrouvés, je dirais, face à une vraie réalité, celle où il fallait finalement poursuivre donc, les apprentissages à la maison. Et comme vous le disiez, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie fracture sociale, puisqu'il y a des familles qui se sont retrouvées sans outils numériques. Donc, et sans la possibilité de poursuivre les apprentissages. Donc c'est vrai que le gouvernement a encore, je dirais, ce rôle de continuer à accompagner des plans de numérisation, notamment sur le premier degré, pour pouvoir, en cas de problème, finalement, mettre à disposition des familles des outils pour continuer les apprentissages depuis leur domicile. Léa Crevé, la crise peut être une opportunité, finalement ? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la crise sanitaire en elle-même. Maintenant, il y a des possibilités comme par exemple la visio. Voilà. Du coup, ça peut permettre aussi l'accès au numérique en visio. Il y a des choses qui sont possibles autrement. Voilà, la crise sanitaire permet de nouvelles choses, de nouvelles actions et de développer de nouvelles possibilités. Où en est la France, Emmanuel Freund ? Est-ce qu'on sait un peu plus ? Est-ce qu'on est en avance ? Est-ce qu'on est en retard par rapport aux autres pays européens ? Je n'ai pas l'impression qu'on soit en retard, ni par rapport aux États-Unis, ni par rapport à la Chine, ni par rapport aux pays européens. Je pense qu'il y a un Comme on dit beaucoup qu'on est en retard sur les sujets tech, on pourrait l'être aussi sur le numérique dans les écoles. Sur les sujets tech, je n'ai pas cette impression non plus. On a des boîtes fabuleuses dans la tech qui n'ont rien à envier à leurs voisins européens ou à leurs voisins d'outre-Atlantique. Et pareil pour l'éducation, je pense que les systèmes éducatifs sont très différents. Il y a plein de choses à améliorer dans notre système et clairement, comme il y a plein de choses à améliorer chez les voisins, mais chacun a ses propres faiblesses et ses propres forces. Je ne pense pas qu'on peut parler de retard. Harold Coy, présentez-nous PrePeers, plateforme de cours particuliers, mais aussi d'orientation. Oui. C'est-à-dire qu'on va choisir des parcours, des écoles dans le secteur, donc, entre autres donc, du digital et du numérique. Exactement. Alors en fait, on a trois parties dans notre solution. La première étant celle qui permet, donc PrePeers.co, c'est la première plateforme qui permet de prendre des cours particuliers sans frais d'inscription ni prélèvement de commission. On fait ça justement pour abattre un certain nombre de contraintes, surtout la contrainte financière liée à l'accompagnement scolaire. Et la deuxième partie étant l'aide à l'orientation. Donc aujourd'hui, on propose dans une rubrique Choisir mon école à tous les établissements d'enseignement de se présenter gratuitement via cette rubrique, justement pour faire connaître leur formation, faire connaître leur école. On souhaite aller plus loin en travaillant précisément avec des coachs d'orientation pour pouvoir permettre aux utilisateurs et à nos visiteurs d'avoir des coachings d'orientation gratuitement sur notre plateforme. Donc ça, on y travaille. Et la troisième partie, celle qu'on est en train aussi de développer en ce moment, qui sera disponible en janvier, c'est une rubrique Choisir mon job qui va permettre, toujours pareil, à nos utilisateurs d'identifier des métiers, d'identifier des entreprises et de postuler à des offres d'emploi, de stages et d'alternance, justement, pour vraiment, le but de notre solution, c'est d'accompagner les jeunes du collège à l'emploi en passant par l'orientation et la vie académique. Ce qu'on comprend en vous écoutant, c'est que le travail il doit se faire tout au long de la vie, de 3 ans pour justement les former à ces outils numériques et puis après pour les former et pour les orienter. Il faut commencer très tôt et puis tout au long du parcours scolaire. Tout à fait. Oui, il faut vraiment s'y prendre dès le plus jeune âge. Vous êtes d'accord avec ça, Emmanuel Freund ? Oui, je pense qu'encore une fois, ça dépend des personnes et ça dépend des profils. Il y a des profils qui vont avoir besoin de plus d'accompagnement et des profils qui vont au contraire besoin de prendre leur distance avec l'informatique et avec le numérique. Léa Crevé, je voudrais revenir sur votre sujet, sur le sujet des discriminations, parce que c'est aussi les risques du secteur, discrimination de territoire, discrimination de genre. Comment vous battez au quotidien là-dessus, sur ces enjeux-là ? Alors, nous, vraiment, le combat quotidien, c'est de pouvoir parler directement aux filles et de leur dire que c'est possible, en fait. Voilà. Je crois que ça commence là. C'est l'idée de déconstruire les stéréotypes qui sont omniprésents. Donc, nous, on parle aujourd'hui du numérique. Le numérique, c'est quoi ? C'est un geek, garçon, avec les cheveux gras derrière son ordinateur. Ça, c'est la représentation générale. Sauf que c'est plus une vérité. Aujourd'hui, on est en 2020. C'est autre chose de numérique. Il y a d'autres possibilités. Et en l'occurrence, pour les filles, voilà, d'avoir d'autres représentations. Voilà. Et tout le travail qu'il y a à faire, c'est aussi d'avoir des rôles modèles. Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur du numérique, on connaît qui ? On connaît Bill Gates, on connaît Mark Zuckerberg, on connaît des hommes. Voilà. Donc, il y a encore
peu de femmes aussi qui sont représentées dans la sphère sociétale, et c'est ça qui est important ici de pouvoir faire, c'est d'avoir leur représentation dans l'espace public. Vous Voilà. commencez ce travail à quel âge? Alors au lycée, et pour vraiment la formation en tant que telle sur le numérique, et sinon on fait aussi des actions de sensibilisation dès le collège. Voilà. Donc on va dans les collèges, dans les lycées pour parler du numérique avec la spécificité de l'accès au numérique aux femmes. Julie Boucon, vous êtes une femme et vous êtes dans le numérique. Qu'est-ce que vous pensez d'un discours comme celui de Léa Crevé? Est-ce que ça vous parle? Alors moi, je trouve ça très intéressant puisque aujourd'hui, en effet, dans notre métier, le nerf de la guerre, c'est les profils techniques. Et pour avoir été dans pas mal d'écoles type Epitech, je pense que les femmes se comptent sur les doigts de la main. Puis si on arrive à en trouver 5, je pense qu'on a de la chance. Donc ce sont des métiers d'avenir, évidemment, dans lesquels je pense qu'il faut que l'école ait ce rôle de pouvoir, je dirais, éveiller des vocations chez les filles dès l'école primaire, pourquoi pas? Mais ça, est-ce que vous en êtes persuadé que d'aider, former les plus jeunes à ces outils digitaux, ça va vraiment créer des vocations? Ça ne permet pas juste aussi de savoir s'en servir, mais pas forcément pour ensuite travailler dans le monde du numérique ou de la tech? J'en suis certaine, dans le sens où ça va démocratiser et puis je dirais amener une mixité qu'on va perdre par la suite, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'un des freins d'aller dans telle ou telle école de développement, c'est de se dire je vais être avec 95% de garçons, est-ce que ça va me plaire? Oui, et puis Emmanuel Freund. dès le départ, il faut s'interroger sur la raison pour laquelle il y a beaucoup plus de garçons que de filles dans le numérique et dans les métiers d'ingénieurs et de développeurs. Alors que finalement, le développement, c'est un métier qui est tout autant féminin que masculin, qui n'exige aucune qualité, force, de brute ou quoi que ce soit. Donc il n'y a aucune raison, c'est un métier d'intelligence. Et en fait, la raison, une des raisons principales, c'est effectivement ce caractère dès le départ, les garçons ont joué à des jeux vidéo qui, pour les filles, étaient « c'est pas pour moi, c'est pour les garçons ». Donc cette vision du geek avec les cheveux gras, les cheveux longs, le truc qui est complètement réaliste, soyons clairs, et qu'on trouve encore beaucoup dans les sociétés, et que moi-même, enfin bref, d'une certaine façon, oui, ça entraîne les garçons à faire des métiers de développement, ça entraîne les garçons à faire du numérique et pas les filles. Donc si dès le départ, on explique aux filles que les jeux vidéo c'est sympa, si dès le départ on explique aux filles que le numérique... c'est d'autant plus une question sur les jeux vidéo que sur des outils pédagogiques. Alors, historiquement, c'était vraiment les jeux vidéo, le numérique. Je veux dire, les ordinateurs au départ pour les jeunes, c'était pas pour travailler, c'était pas pour faire des trucs. Les ordinateurs pour les jeunes, c'est pour faire du jeu vidéo. Il n'y avait pas autre chose. Donc effectivement, la première relation avec un ordinateur, la première relation avec du numérique, c'est des jeux vidéo, c'est des garçons. Donc si dès le départ on explique aux filles, soit par le jeu vidéo, et on le voit d'ailleurs dans les formations, les formations, c'est des formations ludiques aussi. On va pas faire un tableau, un truc hyper compliqué en expliquant à quoi ça sert une mémoire, à quoi ça sert un truc dans le genre, à quoi ça sert un condensateur. C'est tiens, regarde, on bouge une tortue ici, on fait, enfin toutes ces choses-là. Donc oui, il faut montrer que le jeu vidéo, le numérique marche dès le plus jeune âge aux filles. Et c'est ça qui va permettre, entre autres, pas que, c'est ça qui va permettre, entre autres, de permettre qu'il y ait plus de filles dans les métiers de développement. Alors ça, plus des quotas, plus tous les trucs habituels qu'on peut avoir et qu'il faut mettre en place. Harold Coy, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que l'accès au digital dès le plus jeune âge pour les filles, pour les garçons, ça va permettre de créer des vocations? Bien sûr. Bien sûr, je suis complètement d'accord avec ce qu'Emmanuel vient de dire. On a, pour reprendre l'étude dont je parlais tout à l'heure, 80% des emplois qui seront exercés en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Et la majorité de ces emplois-là, on parlait de 800 millions d'emplois tout à l'heure créés dans le secteur du numérique, seront créés dans le numérique. Donc évidemment, plus tôt on pourra en tout cas sensibiliser les jeunes comme les parents, comme les professeurs, comme les associations qui existent aujourd'hui. Et c'est vraiment des piliers aujourd'hui et des vrais vecteurs pour transmettre ces messages-là, le mieux on pourra accompagner en fait les jeunes populations vers ces nouveaux métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Après, je pense que ce qui est important, c'est de pas non plus diaboliser, et on peut ne pas être familier avec cet univers du numérique et de la tech et du digital. C'est pas bien grave, il y a aussi plein d'autres métiers qui existent. Mais en tout cas, il y a de grandes chances que les autres métiers qui existent soient liés aussi avec les outils du numérique et du digital. Je rebondis, Léa Crevé, sur ce que dit Harold Coy, sur les acteurs de ce monde de demain. Il y a les associations, il y a les pouvoirs publics, il y a les professeurs, il y a toutes ces start-up. C'est tout ce tissu qui va faire qu'on va avancer sur ce sujet.
Tout à fait, et l'important, c'est de pouvoir croiser les regards et puis, croiser le vocabulaire aussi parce que, l'univers de la start-up, c'est un vocabulaire qui est très précis, l'univers de l'association, de l'éducation nationale et l'idée, c'est de pouvoir parler tous ensemble parce qu'on parle tous de la même chose et de pouvoir vraiment croiser les vocabulaires, croiser les regards pour avancer dans la même direction tout simplement. Mmh. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir débattu avec nous aujourd'hui dans Smart Tech. C'est l'heure du rendez-vous en apesanteur avec Jean-François Clairvoy. Jean-François Clairvoy, astronaute, fondateur et ambassadeur d'Air0G est notre invité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Air0G, Jean-François Clairvoy? Air0G, c'est une marque sous laquelle on vend des vols en apesanteur, de la vraie apesanteur. Ce n'est pas une simulation, on recrée les mêmes conditions que dans la Station spatiale internationale. Comment vous y arrivez à recréer ces conditions? Alors, je vous montre ici un petit avion, voilà. Alors là, c'est 0G, maintenant on a rajouté Air0G dedans. Il s'agit d'insérer l'avion littéralement sur un arc orbital terrestre. Mais comme ça se fait à l'intérieur de l'atmosphère, par un pilotage particulier, on arrive à faire en sorte que l'avion, la somme des forces aérodynamiques appliquées sur l'avion est nulle. On fait croire à l'avion qu'il est dans le vide. Donc la portance, qui est la force vers le haut, est nulle, et la traînée est exactement équilibrée par la poussée. Ce qu'on appelle en physique la somme de toutes les forces se résume exclusivement au poids. Et lorsque vous n'êtes soumis qu'à votre poids, quand vous êtes en pure chute libre et que rien ne vous freine ou vous arrête, vous êtes en apesanteur. C'est ce qu'on appelle un vol parabolique? La manœuvre, effectivement, est parabolique, mais rigoureusement, c'est un arc d'orbite elliptique. Mais en approximation sur une petite distance, on peut dire que c'est une parabole, c'est une approximation mathématique. Donc si on voit, Jean-François Clairvoy, un avion pointé vers le bas, on ne s'inquiète pas, c'est Air0G qui est en train d'effectuer un vol parabolique? Alors, à condition qu'il se redresse, mais ça peut être aussi lorsqu'il monte vers le haut, puisque la durée d'apesanteur dure environ 22 secondes, la moitié en montant, comme on le voit en ce moment, et la moitié en descendant. Quel est l'objectif d'Air0G? Je sais que vous organisez des vols paraboliques que vous appelez touristiques, pour des gens comme vous et moi qui auraient envie d'en faire, mais l'objectif n'est pas celui-là. Effectivement, les vols dits touristiques, c'est 4 à 5 vols par an. Ce sont des vols qui servent à maintenir la finesse de pilotage des pilotes et ce sont des vols qui permettent de récolter des fonds privés pour financer la recherche scientifique, puisque tous les bénéfices des vols touristiques sont reversés aux vols scientifiques, qui sont la principale activité de Novespace. Donc l'avion est véritablement organisé dans son fuselage comme un laboratoire de recherche, dans tous les domaines de la physique, de la chimie, de la science en général, la médecine, la physique des fluides, des matériaux, l'astrophysique, la physique des particules. Il n'y a pas une discipline scientifique qui n'ait pas quelque chose d'intéressant à faire en apesanteur. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner, Jean-François Clairvoy, de connaissances fondamentales qui ont été justement enrichies grâce à ces vols et à cette micro-pesanteur? Par exemple, dans la physique des matériaux, on arrive en apesanteur à concevoir et à tester des alliages nouveaux qui permettent de rendre les moteurs plus performants. Nous pouvons aussi étudier la physique des fluides, le mélange entre les liquides et les bulles, qui sans pesanteur terrestre, sans convection, permet d'étudier des mélanges, des conductions de chaleur qui sont très performantes, par exemple dans votre téléphone portable. Et c'est important d'extraire la chaleur émise par les tout petits composants qui chauffent électroniques. Et ça s'étudie en apesanteur. On étudie par exemple aussi l'évaporation d'aérosols, de micro-gouttelettes, qui permettent d'améliorer des processus industriels qui déposent des films très très fins sur des parois, sur des matériaux particuliers, par exemple les pellicules. Et bien sûr en médecine, puisque en apesanteur, le corps humain ne fonctionne pas de la même façon que sur Terre. Et on observe sur les astronautes, alors en vol de longue durée, mais on le prépare aussi en apesanteur dans les vols paraboliques, on observe des symptômes qui seraient signes de pathologie grave si c'était sur un terrien. Mais par exemple, des effets très rapides lorsqu'on est soumis à l'apesanteur, c'est le sens de l'équilibre et puis aussi la motricité. Donc on étudie en apesanteur comment le corps humain pilote le mouvement des bras, des jambes, comment on maintient son orientation, et c'est très utile pour concevoir des médicaments, des équipements, des outils, des exosquelettes qui aident les personnes handicapées sur Terre.
Donc ça, ce sont les technologies qui sont issues, en tout cas qui découlent de ces expériences. Quelles technologies sont nécessaires? Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, Jean-François Clairvoy, pour faire ce que vous faites, pour faire des vols paraboliques et en micro-pesanteur. Alors, vous comprenez qu'en apesanteur, les liquides flottent au milieu de leur réservoir. Or, dans les avions, comme dans les voitures, on a besoin de carburant pour faire fonctionner les moteurs, on a besoin d'huile pour lubrifier les moteurs, on a besoin de liquide hydraulique pour faire fonctionner les servocommandes, comme ce qui fait fonctionner les freins dans votre voiture. Eh bien, dans un avion, c'est important que ces fluides soient toujours près du point de puisage lorsqu'on a besoin d'alimenter les systèmes avec ces fluides. Donc, on a besoin d'avoir des avions dont les réservoirs de fluides ont une technologie qui maintient une masse de liquide près de l'endroit où on le prélève dans le réservoir. Alors, tous les avions ne sont pas spontanément capables de faire de l'apesanteur. Parfois, les Russes, les Américains ont fait beaucoup de modifications sur leurs avions. Nous, par chance, on a choisi en Europe un Airbus avec de longues études faites avec le constructeur qui permet de faire ces vols sans trop de modifications. On l'a vu sur ces images, combien de pilotes sont présents à bord sur ces vols paraboliques d'Air0G? Alors, c'est une très bonne question. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'existe que dans notre avion. Alors, nous avons 7 pilotes entraînés, mais pour chaque manœuvre, on a besoin de 3 pilotes, car c'est le seul avion au monde piloté par 3 personnes simultanément, chacun sur son axe. Il y en a un qui n'agit que sur la commande de profondeur, qui permet de faire monter et descendre l'avion. Un autre pilote maintient les ailes horizontales. Et le troisième pilote agit sur les moteurs pour exactement équilibrer la traînée atmosphérique. Donc, dans le cockpit, vous voyez les 3 pilotes qui agissent tous les 3 sur leur propre commande en même temps. C'est unique dans notre avion. Et combien de temps dure un vol, Jean-François Clairvoy? Alors, les vols scientifiques durent 2h30 à 3h. Il y a 31 paraboles, donc ça offre 12 minutes d'apesanteur cumulée. Les vols touristiques, c'est 2 fois moins. Alors, ce qu'il faut rajouter, c'est que parfois, notre avion est utilisé pour des vols à gravité réduite, donc pas nulle, mais réduite comme sur la Lune ou sur Mars. Dans notre avion, on peut recréer exactement le même champ gravitationnel qui règne à la surface de la Lune ou à la surface de Mars. Il nous reste une toute petite minute, Jean-François Clairvoy. Quel est l'avenir pour Air0G ces prochaines semaines? Bien, Air0G vient de terminer une campagne pour l'Agence spatiale française et nous commençons dans quelques semaines une campagne pour l'Agence spatiale européenne, donc qui fait venir des scientifiques de laboratoires privés, publics, de l'Europe entière, dans tous les domaines de la physique, de la chimie, de la médecine, de la physique des fluides, des matériaux, de la combustion. Et à chaque fois, c'est passionnant parce que c'est le seul laboratoire au monde qui réunit des scientifiques de disciplines très différentes, qui parfois, en se rencontrant, ont d'un seul coup une nouvelle idée qui germe, et c'est ça l'innovation aussi. Merci beaucoup Jean-François Clairvoy, astronaute fondateur et ambassadeur d'Air0G. Merci à vous tous d'avoir suivi Smart Tech aujourd'hui. À suivre le Lab, 4 jeunes startups d'avenir à découvrir. Moi je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Bonne journée sur Bismart.